Bienvenue dans Focus Sportpreneur, là où l'entrepreneuriat rencontre l'énergie du sport. Je suis Vanina, passionnée de basket et experte en gestion événementielle. Ici, on parle de résilience, de discipline et de leadership, mais surtout de parcours inspirants et de stratégies concrètes pour structurer et développer ton activité. Parce qu'en business comme sur le terrain, c'est la vision et l'entraînement qui font la différence. Prête, prêt à entrer dans le game ? C'est parti. Bienvenue dans cette nouvelle série où l'on plonge au cœur du parcours d'un entrepreneur qui a su transformer chaque défi en opportunité. Pour cette édition spéciale en 5 volets, je reçois Clarence, un passionné de basket qui a étudié en Australie et qui a aussi lancé ses premières entreprises. Il nous partage son expérience, son rapport à la résilience et les leçons tirées de son aventure entrepreneuriale. À travers ces épisodes, on parlera de ses défis, de son évolution et de ses conseils pour s'adapter et réussir. Installez-vous bien, cette série promet d'être inspirante. C'est parti pour le premier épisode. Clarence, bonjour. Bonjour Vanny. Vanny, je peux t'appeler comme ça? Vanina. Vanina. Tant que c'est pas Pardon, Nina. Vanina. Non, tu peux m'appeler Vanny, il n'y a pas de problème. Ou Vance, il y en a qui m'appellent Vance aussi. Ok. Je suis ravie en fait de t'accueillir dans ton humble demeure. Oui, exactement. Il fait un peu, vu qu'il fait froid, on a un petit feu autour de nous, donc voilà. Est-ce que tu peux te présenter ? On se connaît principalement à travers le basketball, Ouais. mais est-ce que tu peux te présenter et présenter aussi ce que tu fais professionnellement, s'il te plaît ? Est-ce que tu as fait ton parcours ? D'accord. Alors, me présenter professionnellement tout de suite. Je veux savoir ce que je fais tout de suite ou ce que j'ai fait dans ma vie. Ce que tu as fait dans ta vie, et on viendra sur ce que tu fais tout de suite parce que je pense que c'est important aussi. Ok. Donc, alors moi je m'appelle Clarence, comme tu l'as souligné. Et alors, professionnellement, j'ai une carrière qui a débuté dans le corporate. Donc, j'ai d'abord travaillé dans des grands groupes, dans les ressources humaines internationales, la gestion des expatriés plus précisément. Et j'ai bifurqué doucement vers le consulting, donc le conseil, pour être bien français. Le conseil et donc bosser avec des clients sur plusieurs aspects stratégiques, transformation RH, notamment c'était tout tourné autour du SIRH, donc le système d'information RH. Et voilà, donc j'étais un spécialiste dans mon domaine, on va dire, la gestion des expatriés. Okay. Transformation RH, etc. Voilà, si on pourra rentrer dans les détails, mais assez ennuyeux. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus pour l'instant, en tout cas. Donc, tu étais salarié à ce moment-là. Ouais, c'était mon rêve de jeune banlieusard. Je voulais être jeune cadre dynamique. Je ne sais pas si tu te rappelles à l'époque, ce terme. Tu veux faire quoi ? Je veux être jeune cadre dynamique. Je veux mon costard avec ma cravate, être dans un bureau, tu vois. Ouais. C'était ça un petit peu l'objectif en étant jeune. Et voilà, c'était... ça s'est fait, du coup. C'est un objectif qui a été atteint. Et j'ai l'impression que comme tous les rêves, lorsqu'on arrive à atteindre un rêve, parfois, bah, soit il nous en faut un autre, ou soit il y a certaines désillusions parfois qui apparaissent. On est là, ah, c'était ça, le fameux rêve, ok. Donc voilà, mais oui, j'étais salarié, employé. Okay. Et puis petit à petit, consultant, toujours salarié. Et ensuite, voilà, j'ai fait d'autres bridges, d'autres ponts vers l'entrepreneuriat. D'accord. Mais d'ailleurs, ça s'est fait en même temps, tout ça. Ça n'a pas été salariat, puis entrepreneuriat. Tout était entremêlé. Ouais. Et même, je dirais même plus, l'entrepreneuriat était même entremêlé avant que je sois dans le salariat. C'était déjà entremêlé avec ma vie étudiante. Ok. Et sauf erreur de ma part, si j'ai bien compris, tu as fait tes études à l'étranger. C'est ça. Donc, moi, j'ai grandi dans le 95. Et je me suis littéralement battu pour partir. Je ne voulais pas. Après, j'ai eu une chance, c'est que mes parents travaillaient à Air France, les deux. Dans multiples rôles, au fret, machin. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir voyager beaucoup très tôt. Ça a été une chance. Ça m'a vraiment forgé.
j'avais une autre mentalité, en fait. Ouais. Au quartier, j'étais le gars qui pouvait arriver de vacances de je ne sais où très jeune, alors que l'avion, c'était pas démocratisé à l'époque. Et chez Air France, il y avait, on a des colonies, ils ont un gros CE, tu vois, gros CE. Et donc, il y avait des colonies de vacances. Tu pouvais aller loin, très jeune, avec des groupes un peu diversifiés. Donc, tout de suite, très jeune, la mentalité de je voyage, je me connecte avec des personnes que je ne connais pas, je me mélange. Alors que peut-être que de là où on venait, on se mélangeait naturellement avec qui on grandissait. Mais on n'allait pas forcément au-delà des murs, des murailles du quartier, murailles entre guillemets, psychologiques. Voilà. Ok. Et donc, quand tu étais étudiant, tu étais déjà dans l'entrepreneuriat, si j'ai bien compris. Alors, j'ai même pas répondu à ta question correctement. Donc, je suis parti. Ça a été beaucoup d'efforts. Quand j'étais au lycée, j'ai essayé absolument d'aller. Je voulais aller aux États-Unis à la base. Et je me suis rapidement aperçu qu'aux États-Unis, il n'y a pas d'équivalence de diplôme. Là, je te parle de. D'accord, tout début des années 2000. Hein. Tout début. On ne va pas donner de date précise, mais. Et du coup, il n'y avait pas d'équivalence ni aux États-Unis, ni au Canada, ni en Angleterre. Donc, tu pouvais, dans le cadre d'un programme universitaire, faire un échange 1 mois, 3 mois, 6 mois, je ne sais quoi, avec des reconnaissances sur des choses spécifiques, mais tu ne pouvais pas partir et dire, bon, je vais faire toutes mes études tertiaires là-bas, je reviens, pas de problème. Non, il n'y a pas de reconnaissance, il faut faire traduire les diplômes, s'il y a des équivalences, etc. Sachant qu'à l'époque, il n'y avait pas le système de bachelor, masters, etc. Donc, c'était encore plus décalé que maintenant. C'est plus simple aujourd'hui d'aller à l'étranger, c'est un peu plus étudier simple à l'étranger qu'à l'époque. Oui, maintenant, c'est bien plus simple. Mais alors ensuite, donc, il restait quoi ? Il restait, alors bizarrement, c'était le ministre Allègre, il s'appelait à l'époque. Et bizarrement, il y avait des équivalences de diplômes avec l'Australie. Okay. Je pense que dans leur tête, ils se sont dit, mais quel jeune de nos jours va aller jusqu'en Australie ? Parce qu'à l'époque, encore une fois, c'était pas démocratisé. Ouais. Personne n'allait en Australie. C'était juste, j'aimerais un jour dans ma vie, mais ça faisait pas partie des plans des gens. Et moi, j'ai dit, tiens, je crois que je vais essayer d'aller là-bas, en fait, tu vois. Ouais. Et donc ça, c'était dans ma tête. Donc, j'avais peut-être 16 ans dans ces eaux-là. Il y a, dans mon lycée, il y a une fille qui, comme par hasard, venait d'Australie. Elle était en échange avec une petite, mais qui était au collège. Donc, tu vois, elle avait rien à faire au collège. Et vu que ces journées, elle faisait rien pendant que l'autre était à l'école, ils ont demandé si elle pouvait venir dans mon lycée. Et quand j'ai appris que cette fille était là, je suis tout de suite allé lui parler, machin, tout ça. Et on est restés proches. Et je suis allé, je dis attention, moi je veux trop aller en Australie et tout. Mais viens et tout. Je dis attention, moi quand on me dit de venir, je viens. Et j'ai débarqué l'été d'après. Ouais. J'ai débarqué direct. Et j'ai découvert l'Australie. Okay. Pas d'appréhension à partir parce que effectivement, tu disais, comme tu étais du 95, est-ce que le fait de justement voyager un peu plus grâce à tes parents, et le CE notamment, ça t'a cassé des barrières ou des croyances, ça t'a boosté pour y aller ? Ou tu dis, vas-y, on verra. Moi, encore une fois, les trucs du CE à France, c'est depuis que j'ai 4-5 ans. Donc, tu vois, c'était pas un problème pour moi. Aller aussi loin, c'était plus un problème pour ma mère, peut-être, qui disait, attends, mais tu dois aller en Malaisie, tu dois attendre un jour avant d'avoir un autre vol pour aller en Australie, t'as 16 ans. Oui, mais moi, j'avais déjà voyagé, en fait. Non, j'avais pas de souci avec ça. Je te passerai les détails, mais bref, ça s'est fait. Et je suis arrivé, j'ai surkiffé. Et c'est là où j'ai dit, ah ouais, faut que j'aille là. Vraiment que j'aille là. C'est énorme. C'est un mélange entre les States, l'Angleterre. T'étais pas trop sûr. C'était un mélange. J'ai fait, non, je vais absolument aller là. Et du coup, je me suis tapé. Et je pense que ça, à partir de ce moment-là, ça a vraiment forgé mon tempérament et peut-être mon approche, on en parlera peut-être après, mais sur l'administratif, le aller taper aux portes, aller à l'ambassade, se renseigner sur les trucs. Là, tu es obligé de défoncer des portes qui ne sont pas vraiment évidentes à la base, tu vois. Ouais. Et il faut les thunes. Et quand tu as 17 ans, tu vas aller chercher des 15 ou 20 000 l'année, les banques, ils te rionnaient. À cet âge-là, ils te rionnaient. J'ai fait toutes les banques qui existent dans mon coin, tu vois. Ok. Donc j'étais
dans la banlieue, j'allais voir chaque banque, tu vois, avec un dossier. Voilà, je vais faire ça, je vais étudier ça pour devenir ça et tout. Et ils rigolaient. Ils rigolaient, ils font, mais personne va vous donner d'argent pour aller. Non, c'est pas possible. Et au final, ça s'est fait au bout de peut-être 6-7 mois de recherche, un truc comme ça. Et c'est la banque, ma banque au final, la banque de mes parents, qui, mes parents ont dû se porter totalement garant de mon premier prêt, parce qu'ils n'ont pas voulu me faire mes prêts pour la totalité de la scolarité. Donc, tu arrives vraiment avec beaucoup de pression, en fait. Je suis arrivé dès jeune, je suis arrivé avec un crédit, pas renouvelé, donc il fallait que je revienne tous les ans pour montrer mes résultats scolaires, dire voilà, j'ai réussi, j'ai besoin d'un autre emprunt pour ma deuxième année, etc. Je suis resté 4 ans au total. Et là, il y a encore plein d'anecdotes. Mais ce qui est intéressant peut-être dans ces anecdotes, c'est que... alors, voilà, je vais refaire le lien vers la question que tu me posais. À ce moment-là, je vais même aller plus loin. Est-ce que tu veux qu'on parle de sport tout de suite ou pas? Ah, mais justement, oui, Okay. vas-y. Alors, je vais faire des liens qui sont très, très parlants. Lorsque j'arrive en Australie, donc j'ai une copine qui était déjà là. Et bref, ce que je recherche dans un premier temps, c'est au-delà de l'université, campus, international students, blablabla. Et le nombre de filles au mètre carré qui avait totalement... Ça avait basculé entre ce dont j'étais habitué, là où je venais, où c'était les après-midi avec 20 gars et une pauvre copine qui est là. Salut les gars. Là, c'était des choses que j'étais pas habitué vraiment à... bref, et ce que j'ai recherché, c'était... je fais du basket, moi, je suis basketteur, donc comment ça se passe? Donc direct, j'ai fait les tryouts pour les essais, pour l'université. Moi, je veux jouer pour l'université. Donc au final, j'ai joué pour mon université. Voilà, c'est une chose. Ok. J'ai fait les sélections, tout, j'ai pu game. Et je voulais jouer à l'extérieur. Donc première chose, je cherche un terrain. C'est la première. Je cherche des terrains, je vois pas de terrain. Je me dis, c'est quoi ce pays? Il n'y a pas de terrain de basket, c'est chaud. Dans ma fac, il y en a, mais c'est loin de chez moi, enfin, tu vois. Et puis, je vais littéralement dans la rue et je demande aux gens, il n'y a pas un terrain de basket, il n'y a pas... Ah, si, tu vois les tours là-bas, il faut que tu ailles là. Donc, ils me pointent vers un quartier. Donc, a big project, tu vois, New York style, des gros blocs orange et tout. Et je fais, donc, il faut que j'aille dans le ghetto. Oui, pas de souci. Donc, je vais dans le ghetto. Bon, les ghettos light quand même, hein, mais ça va. J'y vais et je vois un terrain éclaté dehors. Et je vois deux pauvres boucs qui sont en train de lancer des briques là, bam, bam. Je fais, les gars, il n'y a pas un autre terrain et tout. Et ils me font, non, mais là, ils jouent à l'intérieur. Tu sais, c'est une YMCA, tu sais, les trucs sociaux, machin. Et donc, je rentre. Et là, je vois, c'est blindé. Et il y a plein de gens qui sont là, mais j'arrive pas à identifier d'où ils viennent. Ok. Je suis là, je fais, mais c'est quoi? C'est des Renois? Mais ils parlent, mais on dirait du rebeu. J'arrivais pas à comprendre. Je fais, c'est quoi ces gens? Et puis ça gamait, plutôt cool et tout. Puis à un moment donné, il y en a un qui vient, ça va, where you from? Avec un accent comme ça, tu vois. Je suis, I'm from Paris, man. Oh, Thierry Henry. Je fais, ouais, Thierry Henry, ouais. Moi, je lui dis même Guada, même si tu vois. Et puis, je dis, mais vous venez d'où? Il fait, Somalia. Je fais, vous êtes tous Somaliens là? Il fait, ouais, on est tous Somaliens. Je fais, ok. Donc, je venais de découvrir les Somaliens. Parce que, comme tu sais, ici, on n'avait pas de Somaliens. Donc, je venais de découvrir une nouvelle culture, une nouvelle langue, tout d'un coup, en Australie. Je fais, ok. Donc, on dirait que, cool, je vais jouer avec des Somaliens, je game et tout, c'est cool. Et puis, je sympathise avec un mec qui parlait bien mieux anglais que les autres et qui avait beaucoup moins d'accent. Et, je sais pas, il était plus costaud et light skin, enfin, il ressemblait pas. Donc, je me dis, mais toi, tu viens d'où? Il dit, non, je suis somalien, mais je viens de telle tribu, machin. Je fais, cool. On a sympathisé de ouf. Et lui, il s'avérait être un DJ. Ok. Donc, il était DJ. Et puis, je fais, mais donc, t'as des soirées et tout. Il fait, ouais, bon, je fais des petits trucs, mais en gros, c'est difficile pour lui aussi. Je fais, ouais. Puis un jour, il me fait, si tu veux, viens avec moi. Tu viens, tu porteras un de mes sacs, parce qu'à l'époque, c'était des disques, des vinyles, tu vois. Donc, tu porteras un de mes sacs, on rentre ensemble. Et puis, comme ça, tu pourras venir chiller avec moi. Tout. Je fais, ok. Il fait, bon, première soirée, il fait, bon, je te préviens, c'est une soirée de Maori. Donc, c'est des New Zealanders, tu vois, des Highlanders, des gars costauds avec des tatouages comme ça. Il fait, ça part souvent en cacahuète, parce que c'est des gens, quand ils boivent, même 1, 2, 3, 4, 5, 6 sécurités, c'est pas assez pour un book, tu vois. Et quand ils viennent à plus de 4, 5, ça peut, je te préviens, je fais, hey, t'inquiète, mon gars, moi, je suis tranquille et tout. Et je viens. En effet, c'est parti en couille.
Mais je commençais à découvrir le monde un petit peu machin. Et puis il enchaînait, on va dans une autre soirée, dans une boîte plus classe, machin, etc. Bref, cette longue introduction pour te dire que le basket, en fait, ça a toujours été... c'est une façon de connecter, en fait. Quel que soit le pays où tu es, ça te permet de connecter. Au même titre que les gens qui dansent, ils font maintenant de nos jours, je danse la keys, partout, mais ils se connectent. Bah, le basket, ça a été ça aussi. Et c'est ce qui m'a permis de rencontrer ce gars qui s'appelle DJ KZ et de commencer la partie entrepreneuriale. Voilà, la longue intro. Parce que, en fait, je suis devenu son manager. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure du temps, le gars est ultra talentueux, super fort. Honnêtement, il n'y avait personne, aucun DJ était meilleur que lui en termes de sélection de musique, de connaissances musicales, etc. Et lui, c'est-à-dire en 2 sons, tout le monde est debout. Alors qu'il y a des gens, tu sais, ils peuvent balancer 5, 6, 7, les gens, ils sont là. Lui, en 2 sons, il avait un talent pour lire les crowds, quel que soit l'endroit où on était. Et par contre, il faisait des ouvertures, il faisait des clôtures. Mais il n'avait jamais de main set. On ne le mettait pas au centre des trucs, tu vois. Mais lui ne sait pas se vendre. C'est-à-dire qu'il arrivait, presque il courbe les chines, tu vois. Tu vois. Ça va, ouais. Bon, tiens, t'as tes drink cards. Il nous donne des tickets, on rentre, on a des boissons gratuites, tout. Mais c'est tout, tu vois. Il a son petit billet, évidemment, mais voilà. Je fais, mais gros, t'es mains. Le mec là qui mixe en main set là, il est bidon. Comment ça se fait que toi il te fait ouvrir, fermer, mais il fait ouais là, et puis je fais laisse-moi parler, c'est qui fait le truc et tout. Il fait c'est lui. Là. Donc à chaque fois il me présentait les mecs, tu vois. Et au fur et à mesure, je parlais aux gars et je leur disais mais vous réalisez que tu vois, je leur expliquais, je fais toi t'es propriétaire d'un club, tu mets lui pour ouvrir, tout le monde est debout, t'as le main set qui arrive, les gens ils savent ça s'affaisse. T'as des gens, ton club, il est quasiment mort, il est 3h30, tu ramènes DJ KZ pour la fermeture, tout le monde se lève. À un moment donné, il faut, tu vois. Donc, j'ai commencé à le vendre, en fait. Et c'est comme ça que je suis devenu son manager. J'ai fait, attention, je te vends, mais là, je prends un pourcentage sur chaque date que je négocie, tu vois. Et on est passé de Melbourne à d'une ou deux dates. Il mixait quasiment tous les jours. Et puis, surtout, j'ai commencé à utiliser ses propres contacts dans les autres États. Et tous les week-ends ou toutes les 2 semaines, on était à Sydney, à Perth, à Adelaide. Donc, en fait, on avait des gigs dans les autres États, tu vois. D'accord. Ouais. C'est comme ça que j'ai commencé dans la musique. Ah oui. J'y suis resté 4 ans. Et l'aventure, elle a évolué à l'intérieur de ces 4 années. C'est-à-dire que j'ai commencé en le manageant. En voyant que ça marchait. Bon, on connaissait toute l'industrie de la musique en Australie, ça va vite. Que ce soit événementiel, musique. Un peu moins, mais musique. Et on est passé de ça à on va faire notre propre soirée. On ne pouvait pas encore acheter un club, mais on va faire notre propre soirée. Et entre autres, il n'y avait pas de dancehall. Dancehall, c'est... Alors, je ne vais pas dire c'est moi qui, mais quand je suis arrivé à Melbourne, il n'y avait pas d'endroit qui passait de la dancehall. Il y avait peut-être un espèce de petit truc un peu underground où ils mettaient du reggae roots. De temps en temps, tu peux avoir un petit raga qui sort et vite fait de la dancehall. Mais c'était pas... non. Dans les clubs, non. Et là, on parle de genre 2002, peut-être. 2002. Ouais, 2002. Et avec Casey, qui est très ouvert, lui, il kiffait. Donc, en faisant notre propre soirée, on va mettre de la dancehall jusqu'à mettre du zouk en fin de soirée. Donc, j'ai fait, mais mets ça à la fin, je vais te montrer. Et puis moi, je prenais une meuf, puis je dansais. Je fais, non, vas-y, danse. Et puis les gens, ils nous regardaient, ok. Et puis... T'as introduit le zouk en Australie. Je te promets, on était les premiers lieux. On fermait chaque soirée, on fermait avec du zouk pour virer les gens. À la place des slow dans certains clubs. Slow à l'ancienne. non, un zouk. Non, attends. Donc on est passé de ça à avoir notre propre soirée. Et puis vu que le cash marchait bien, il a fallu se structurer. Et ça, comme beaucoup d'autres fois, ensuite, par la suite, c'est moi qui m'y colle, en fait. Donc, je m'y colle, je mets le nez dedans. Alors, comment créer une société en Australie ? Voilà, donc c'est parti. C'est là où j'ai créé ma première boîte, en fait. Donc, j'avais peut-être 19 ans, un truc comme ça. Et puis, on l'a pas fait pour la boîte en soi, parce que c'était
beaucoup de cash. Ouais. Mais on a décidé de ramener, donc on ramenait les artistes avec qui on collaborait dans les autres États. Donc on les ramenait, donc c'est-à-dire avion, hôtel, machin. Et au fur et à mesure, on a commencé à acheter des shows. Donc, je te donne un exemple. Tu as Sean Paul, qui a sa tournée australienne. D'accord? Donc, il est dans 5-6 villes. Et ben nous, on connaît ceux qui les tourneurs. Ok. Donc, en fait, on allait voir le tourneur, eux, c'est des grosses boîtes. Hein. On allait voir les grosses boîtes. On les connaissait, on les disait, voilà, nous, on veut acheter le show de Melbourne. Donc, on allait jusqu'à produire les shows de ces artistes-là pour Melbourne. Ok. Et faire les afters dans nos clubs. Ok. Pour trop profiter. Autant que ça découle aussi sur notre business. Et est-ce que tu as rencontré des difficultés justement à créer ta boîte, à créer votre boîte en fait en Australie? Non, en Australie, non, c'est très différent de la France. Ok. C'est assez direct, c'est assez simple. Ok. C'est beaucoup plus simplifié qu'en France. Il y a différents statuts. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais tu as différents statuts. Alors T'as des ça fait accompagnements? tellement longtemps, je me rappelle Non, plus trop, oui. mais tu imagines, ça fait plus de 20 ans, Ouais, j'avoue. 22 ans. Ouais, mais non, ça fait 22 ans. Il y avait différents statuts de mémoire. On avait un statut de société. Je pense que c'était un peu l'équivalent de la SARL ici, tu vois. Mais c'était beaucoup plus simple. Ouais. Ouais, sachant que par la suite, ici, je me suis collé à d'autres trucs un peu plus chiants. Ok. On va évoquer. On va y venir. Tu as eu aussi à aller chercher des financements dans le cadre de cette première aventure? Non, pas en Australie. On Australie. avait notre cash, on payait, on achetait, on économisait, on achetait notre show. On dépensait, en fait, c'était un investissement. On dépensait, ça nous rapportait parfois bien, parfois pas trop. Mais ouais, non, on a. Et, ouais. Et moi, je suis parti au bout des 4 ans quand j'ai dû partir. Ouais. Lui a continué, notre boîte. Il a lancé d'autres soirées, il a lancé des trucs. Et puis après, un show radio aussi. Ok. Il y a plusieurs choses. Et puis après, ça commençait à descendre. Et moi, je suis arrivé. Mince, pardon, micro. Je suis arrivé revenu à Paris. Ouais. Et j'ai créé, donc ça s'appelait 4Motion, notre boîte. Et moi, j'ai créé 4Motion Europe. Donc, Ok. Avec le même logo d'une autre couleur et tout, c'était sympa. Ça faisait genre, on était, tu vois. Une filiale. Ouais, genre. Et c'était la première boîte que j'ai créée en France. Quel statut juridique? SARL. SARL. À l'époque, je ne suis pas sûre que Non, on avait une asso avant. il y avait une asso. Avant la SARL. Ok. On avait une asso, mais c'est pas moi qui me suis occupé de l'admin pour une fois. D'accord. C'était les gars avec qui je... Faudrait que je revérifie les dates, mais la micro-entreprise, elle est arrivée, ça n'existait pas encore. Et c'était ce qui est le plus simple, en fait, en termes de création, même aujourd'hui. Après, ok. Donc, association. Donc, ici, t'es revenu, t'as poursuivi, en fait, sauf que ton DJ, il est lui, il est resté. là-bas. Moi, je suis revenu parce que j'avais fini mes études. Déjà. Et j'avais 2 choix. Soit je reste, soit je pars. Merci d'avoir suivi cet épisode. On retrouve Clarence très prochainement dans un nouvel épisode de Focus Sportpreneur pour continuer à explorer son histoire et son parcours. Restez connectés, la suite arrive jeudi prochain.